vous rappelez ce que je vous ai dit dans mon dernier entretien, à savoir que la majorité de l'Assemblée, qui voulait obtenir une bataille avec Paris, aurait voulu obtenir que Paris prenne l'initiative des hostilités. Or, rien ne se produisait. Je vous avais rappelé qu'après l'entrée des Allemands, très digne du reste, le premier, je veux dire digne du point de vue de l'attitude de la population parisienne, une sorte d'apaisement s'était établi. L'agence Havas, obéissant à je ne sais quelles instructions, envoie en province de Paris une note télégraphique absolument fausse, disant « Paris est à feu et à sang, une insurrection vient d'y éclater ». C'était du 4 mars. Or, c'était faux, c'était totalement faux, mais il s'est trouvé que les députés de Paris qui étaient à Bordeaux, puisque vous savez que l'Assemblée s'est d'abord assemblée à Bordeaux, ont pris peur. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans la nuit même du 4 au 5 mars, ils sont arrivés à Paris, et ils ont trouvé un Paris en pleine tranquillité. Ils ont été obligés de dire à M. Fabre, qui lui-même avait dit, mais Paris est dans une folle agitation, il leur a dit, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé, enfin, nous ne trouvons que des rues extraordinairement calmes. Oui, c'est vrai qu'il y a une agitation encore sourde dans Paris. Et oui, c'est vrai, c'est une chose sur laquelle je dois insister, qu'il n'y avait pas que le prolétariat qui était surexcité, et qu'il y avait qu'une grande partie de la bourgeoisie, ces gens même qui y avaient cru pendant le siège, qui avaient cru à la défense, et qui s'étaient aperçus que la défense était fausse, ces gens étaient profondément irrités. Je vais vous apporter des citations qui prouvent en effet que la bourgeoisie elle-même marchait dans ce sens de révolte. C'est Sorel, l'historien Sorel, le futur historien Sorel, qui écrit dans une lettre à Hénard que Paris n'aurait pas été pris, mais vendu. Ce n'est pas seulement les Bellevillois qui le disent, c'est l'ensemble de la bourgeoisie. Dans les mémoires du général Dubarail, il y a également une petite anecdote qu'il faut que je vous dise parce qu'elle est très éclairante. Dubarail était un général qui avait été fait prisonnier, qui vient d'être libéré, qui rentre à Paris. Il arrive à Paris et il raconte dans ses souvenirs, mes souvenirs ça s'appelle, il raconte qu'arrivant à Paris, il a voulu se rendre compte de l'état d'esprit des gens, il est arrivé à un kiosque de journaux, il dit dans son journal, j'ai demandé à un journal bien pensant, un journal qui reflète mes propres opinions, et il prend un canard qui s'appelait La Patrie. Et il dit, j'ai été suffoqué, enfin estomaqué, en voyant l'article de tête de ce journal bourgeois, qui s'appelait La Plaie des Généraux, La Plaie des Généraux. Et c'était à cause de la nomination à la préfecture de police de ce nouveau général, un général de plus, Valentin, dont je vous ai parlé à la fin de mon précédent exposé. Dubarail, il en a été commotionné en disant, même si mes amis naturels, même si la droite, enfin même si les conservateurs bourgeois de Paris sont maintenant surexcités comme ils le sont, ça va très mal. Donc premièrement, à propos de cette agitation sourde dans Paris, notez qu'une bonne partie de la bourgeoisie est d'accord pour protester parce que c'est trop affreux. D'autre part, c'est vrai que les socialistes essayent de profiter, ils ont raison, de la situation et qu'ils annoncent de grands changements libérateurs. Par exemple, le Cri du Peuple, le journal de Vallès, va intituler un article « La sociale », avec un S majuscule, « La sociale arrive ». Quand ils disent la sociale, c'est une abréviation, la République démocratique et sociale va s'installer. Voici encore du Cri du Peuple, le 5 mars, l'antagonisme. C'est à cela que nous assistons, l'antagonisme de l'écumage et du labeur, du travail et du capital. Le 8 mars, l'Empire était moins menacé le 12 janvier. Vous vous rappelez, funérailles de Victoire Noire, 200 000 hommes sur les Champs-Élysées. Je reprends. L'Empire était moins menacé le 12 janvier que la bourgeoisie ne l'est aujourd'hui par la misère des pauvres. Et c'est vrai également que le comité central de la Garde nationale, vous vous rappelez les 35 gars que la Garde nationale a élus à sa tête pour être ses représentants. Ces 35 gars ne sont pas simplement à la tête d'un vaste syndicat, c'est ça, en somme, la Garde nationale. Vous savez, c'est un syndicat qui va se défendre, qui veut garder ses 30 sous et qui veut défendre la République. Ils ne sont pas simplement des syndiqués ou des chefs syndiqués. C'est aussi des gens qui ont des idées plus larges, plus générales. Il y en a qui disent, et nous avons les textes, qu'une fois qu'on aura fait une vraie République dans Paris, on fera la République universelle. Il y en a qui disent que nous sommes là pour faire une puissante transformation sociale. Notez qu'ils ne disent pas ça tous, non ? Mais il y en a quelques-uns, surtout ceux qui sont influencés par les internationaux, qui essayent maintenant de reprendre, si je puis dire, du poil de la pète. Il y en a quelques-uns, appuyés par Varlin, qui disent « Profitons de cet énorme mouvement pour faire un pas vers l'avenir social ». Il y a tout ça, il y a tout ce que je viens de vous dire. Mais il y a une absolue détermination du côté de l'extrême gauche de ne pas recourir à la violence. Là, je vous apporte encore des preuves. Ce même Cri du Peuple de Vallès, dont vous venez d'entendre des citations assez violentes, cette bourgeoisie menacée. Voilà ce qu'il écrit. S'adressant aux maires, la plupart sont députés en même temps, députés maires de Paris. Interposez-vous. Vous voyez bien ce que l'on nous prépare. Placez-vous entre la Garde nationale et les soldats. C'est assez de douleur et de honte. Il ne faut pas d'autre tempête.
le Père Duchesne, qui était un de ces journaux qui avait été supprimé autoritairement, je vous le racontais, le 12 mars par le général Vinoy. Père Duchesne, hein, un titre comme ça fait penser aux pires extrémistes de 93. Eh bien, le Père Duchesne dit « Attention aux provocateurs. Garde à vous, républicains, garde à vous. On veut vous mettre dedans, on veut vous jeter une fois de plus dans le pétrin. » Le même Vallès va avoir cette phrase que je trouve extrêmement intéressante. Attention, pas de guerre civile. La guerre civile perdrait la liberté. 2 heures de conversation à coups de canon, et c'est 20 ans d'euphorie pour les banques, et 20 ans de misère et de silence dans les faubourgs. Encore du cri du peuple. Sur notre honneur, nous vous jurons qu'ils mentent. Ceux qui disent que nous voulons la haine, le pillage et la mort. Je sais bien, et je vous préciserai ça un peu plus tard, que Marx a encore très peu de pouvoir en France. Les marxistes, ils sont 4 ou 5 à Paris, pas davantage. Mais enfin, ils ont de l'influence. Eh bien, Marx est un homme qui passe son temps à leur déconseiller tout mouvement violent. Il dit, si vous vous lancez en ce moment, vous allez au-devant du carnage et c'est la destruction de tous les espoirs sociaux que nous pouvions fonder. Il y a un texte que j'ai trouvé à Neuchâtel, d'un monsieur qui s'appelle Guillaume, qui a publié en 1871, à Neuchâtel, ses souvenirs de garde nationale parisien. Bien, Guillaume révèle là quelque chose d'extraordinairement important et que je dois vous dire. Il dit, il y avait vers le milieu de mars, une sorte de dégoût général. Chacun soupirait après la reprise du travail. Voilà des phrases intéressantes. Je vous expliquais l'autre jour comment la bourgeoisie s'y prenait pour essayer, la bourgeoisie de l'Assemblée nationale, hein, pour essayer d'exaspérer les gens. Vous avez vu la série de provocations. Il y en avait 2 qui étaient particulièrement terribles. Paris décapitalisé, hein, décapitalisé d'une part, et deuxièmement le moratoire. Les gens qui n'avaient rien et qui étaient obligés de rembourser brusquement leurs dettes. Entre le 15 et le 18 mars 1871, il y aura 150 000 protêts dans Paris. Là, on pouvait espérer que 2 mesures comme celle-là mettraient les gens hors d'eux-mêmes et qu'ils allaient commencer les barricades. Eh bien, rien du tout. Et on voit même Favre qui en est déconcerté et qui, dans une dépêche à Thiers le 12 mars, dit « Un peu d'agitation, rien de grave ». Alors, rendez-vous bien compte, nous arrivons au bord, nous y sommes presque, à la fameuse explosion du 18 mars. Cette explosion pouvait très bien ne pas se produire parce qu'il y avait cette retombée, parce que les gens n'en pouvaient plus, parce qu'ils avaient vécu sur leurs nerfs depuis 6 semaines. Même plus de 6 semaines, et qui n'avait qu'un désir, croyez-moi, qu'un désir, c'était que les ateliers se rouvrent pour essayer de retrouver là un peu plus que leurs 30 sous de la garde nationale. Seulement, cet arrangement-là, cet arrangement larvé, si vous voulez, c'est précisément ce dont la majorité de Versailles, car c'est maintenant à Versailles que l'Assemblée va se réunir, ne veut à aucun prix. Écoutez encore des aveux de l'Illustration et de... Enfin, l'Illustration est un journal bourgeois, enfin conservateur, mettons centre-gauche. Il était fort possible, écrira-t-elle le 25 mars, c'est-à-dire après l'explosion du 18 que je vais vous raconter tout à l'heure, il était fort possible de régler autrement que par la force un conflit que nous pouvions dénouer pacifiquement. Et Favre, qui bientôt, le 21 mars, va prononcer un discours terrible, qui est une véritable déclaration de guerre à Paris. 4 ans plus tard, en 1875, dans le livre qu'il écrira pour résumer les événements, aura une phrase incroyablement cynique, puisqu'il dira ceci: « Si l'Assemblée avait loyalement reconnu et sanctionné les institutions républicaines, elle n'aurait jamais eu devant elle une insurrection qui n'eût d'autre mot d'ordre que la défense de la République. » Tranquillité, réelle tranquillité dans Paris. J'ai vu des communications de journaux étrangers, le Times par exemple. Le Times dit « Paris a été pendant plusieurs semaines en état d'effervescence, la fièvre est tombée. » Ce Doudan, Ximénez Doudan, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui était l'amuseur officiel des broils, Doudan reconnaît que même dans les quartiers les plus rouges, dit-il, où il était en exploration pour se promener avec prudence, je n'y vois aucune trace de violence. Rien n'annonce qu'ils veulent en venir à la violence. Et Ferry, Jules Ferry, qui est le maire de Paris, qui habite donc à l'hôtel de Ville, le 5 mars avait écrit « Jamais dimanche plus calme, la population jouit du soleil et de la promenade. » Donc on pouvait éviter ce qui va se produire, c'est-à-dire l'effusion de sang. On pouvait l'éviter, mais l'Assemblée voulait qu'on ne l'évitât pas. Elle la désirait, 2 raisons. Vous savez qu'il détestait la République, puisque c'était dans l'immense majorité des royalistes, et d'autre part, il y avait cette vengeance à tirer de Paris. La dernière fois, je vous ai apporté un certain nombre de citations assez terribles sur la haine que nourrissait la grande bourgeoisie contre Paris. Parce que c'était de Paris que venaient les révolutions, parce que c'était Paris qui avait imposé 2 fois, paraît-il, à la province le régime républicain, en février 48 et en septembre 70, et puis surtout parce qu'il y avait eu cette résistance des Parisiens qui avait retardé pendant 4 mois
ce que l'un d'entre eux, vous vous rappelez, qui s'appelait le roi Beaulieu, appelait la délivrance, et que nous, avec la réalité, nous appelons la capitulation. Je voudrais aussi vous montrer un procédé invraisemblable, un procédé d'une très grande bassesse, le procédé calomnieux qui consistait de la part de ces gens de droite, enfin les possédants, qui consistait à dire « les résistants font semblant d'être patriotes ». Mais en réalité, ils n'ont qu'une seule préoccupation qui est l'ordre politique et social. Écoutez par exemple le baron Echasseriot. Les résistants, la défense du pays ne passait qu'après leur intérêt personnel. Eh bien, et eux? Ensuite, monsieur de Carayon-Latour va dire, leur but était avant tout et uniquement, non pas la défense du pays, mais l'établissement de la République. Et il y a un écrivain contemporain qui s'appelle monsieur Adrien Dancet, qui a écrit juste après la Libération un livre qui s'appelle Les origines de la Commune, dans lequel, avec un petit sourire entendu, ce monsieur Adrien Dancet écrit « Le souci de la défense nationale ne les a jamais tant préoccupés que lorsqu'il coïncidait avec l'intérêt de leur politique. » Eh bien, je veux bien que les républicains, en effet, quand ils pensaient 92, ne pensaient pas simplement à un 92 libérateur et qui chassait l'envahisseur, ils pensaient aussi à un 92 libérateur du point de vue social. Il y avait cette différence entre les résistants et les conservateurs, que l'intérêt des résistants se confondait avec l'intérêt de la défense nationale, tandis que l'intérêt des conservateurs, leur privilège, passait par l'abaissement et par la mutilation du pays. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Donc à l'Assemblée, on est absolument résolu à en découdre. Et Thiers, ça c'est un problème, hein. Thiers, il est le chef de l'exécutif, c'est lui qui porte la responsabilité, qu'est-ce qu'il veut? Ben, voyez-vous, ce que je vais vous dire aujourd'hui est assez différent de ce que j'aurais dit il y a eu seulement 1 an ou 2 ans. J'ai vécu longtemps sur l'idée que Thiers était taupe ou une chouette ou un hibou, comme vous voudrez, assoiffé de sang et qui avait désiré le drame auquel nous allons assister. J'en suis beaucoup moins sûr après une année de recherche. Thiers n'est pas dans une position tellement confortable à l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'il est Thierry, je vous le disais, c'est-à-dire qu'il veut une république dont il sera le président personnel, hein, c'est ce qu'il veut, la république conservatrice, bien. Mais les autres veulent la monarchie. Alors, ces députés monarchistes utilisent M. Thiers, comme nous dirions aujourd'hui à propos de la domestique, comme un extra, à la manière dont ils avaient utilisé Cavaignac en 1848. Cavaignac était républicain, entre guillemets, et on avait dit, ben, utilisons d'abord Cavaignac pour faire une sale besogne, et puis après, nous passerons aux affaires sérieuses. C'est tout à fait la même chose de la part des royalistes à l'égard de M. Thiers. On sait qu'il ne les servira pas du point de vue monarchiste, alors on va essayer de lui faire faire la sale besogne. L'idée même que Thiers avait eue à l'égard des Jules. Peut-être vous vous rappelez, je vous avais dit, Thiers ne veut pas se mouiller dans le gouvernement de la défense nationale. Il sait que ce gouvernement aura à faire 2 choses très désagréables et qui risquent de couler les auteurs. Il faut que ce gouvernement ampute la France pour obtenir cette paix allemande qui est indispensable à la sécurité sociale. Et deuxièmement, il faudra ôter leurs armes aux gardes nationaux, c'est-à-dire de la guerre civile. Ben, malheureusement, quand Thiers prend le pouvoir, c'est-à-dire c'est le 17 février 1871 qu'il a été nommé chef de l'exécutif, le traité n'est pas signé, il n'y a que l'Assemblée qui peut le signer naturellement, et les gardes nationaux ont toujours leurs armes. Alors la majorité royaliste se dit, mais c'est excellent, on a ce monsieur Thiers qui ne désire qu'une chose, c'est d'être président, et ben on va le mettre président, on va le mettre chef de l'exécutif à notre tête, jusqu'au moment où il aura fait son travail et on pourra se débarrasser de lui et le balayer. Thiers le sait, hein, c'est pas du tout un imbécile. Dans ses notes et souvenirs qui n'ont été publiés qu'au début du XXe siècle, en 1902 ou 1905, je crois, il dit l'Assemblée avait mis à côté de moi un comité des 15, ça s'appelait, comité des 15, qui était chargé soi-disant de m'aider dans ma besogne, et je sais très bien qu'il était là pour me surveiller. On me guettait pas à pas pour voir si je ne faisais rien qui puisse installer d'une manière définitive la République, alors qu'eux ne voulaient qu'une République transitoire. C'est vrai qu'il veut la République, Thiers. Et pourquoi la veut-il? 2 raisons, comprenez-moi bien, c'est des choses que je n'avais pas vues autrefois, ça. La monarchie est moins forte, un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquilles les pauvres gens. Pourquoi? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire, ben, c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte de pauvres, sous la République, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle comment? Elle s'appelle volonté nationale. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'Assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation,
qui est en fait la volonté des notables, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquilles les misérables. La République est une manière de coincer les pauvres, bien meilleure, selon M. Thiers, que ne l'était la monarchie. Un. Deuxièmement, là, je voudrais vous apporter une citation de Jean-Jacques Rousseau, que j'ai découvert absolument par hasard, mais qui va tellement bien à ma pensée. Rousseau écrivait à d'Alembert: « Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une république, les lois sont faites par qui? Elles sont faites par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce qu'en fait le suffrage universel? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. Voilà pourquoi Thiers est républicain. Alors, la minorité républicaine de l'Assemblée, vous vous rappelez les chiffres, hein, 650 députés, 500 royalistes, environ 150 républicains. Ces républicains, mais Thiers a absolument besoin d'eux pour la suite. Quand il s'apercevra, quand on verra ouvertement que les royalistes veulent chasser, il faut qu'il ait un groupe républicain qui le défende. C'est sa clientèle. Et si jamais on fait une opération de force très violente contre Paris, il y a un double danger pour lui. Un, il est civil, hein, c'est pas lui qui va aller se battre, ce sont des généraux. Qui sait s'il n'y aura pas un général à la Cavaignac qui prendra le premier plan, qui deviendra son rival, et c'est vers Cavaignac qu'on se tournera en disant ça a été le véritable sauveur. Inquiétude du côté des militaires, hein. Il ne faut pas leur donner trop de pouvoir. Inquiétude d'autre part sur le but que poursuivent les gens de la majorité en voulant se précipiter sur Paris. Ils disent qu'ils veulent faire tenir tranquille les pauvres et la garde nationale. Thiers sait très bien que derrière les pauvres et la garde nationale, c'est la République qui est visée. Alors il ne voudrait pas d'une opération trop violente, parce que la République pourrait y mourir, et il y tient à sa République, conservatrice naturellement, mais sa République à lui. Alors vous voyez pourquoi Thiers est très réservé dans cette question sur laquelle on veut absolument le lancer. Il faut attaquer Paris, il faut bombarder Paris. Et j'ai toutes les preuves qu'il essaye de ne pas le faire. Le 10 mars, il va faire un discours qui du reste lui vaudra quelques murmures. Le 10 mars, il a dit d'abord: « Oh, je félicite ces messieurs de l'Assemblée d'avoir compris qu'il n'était pas une constituante. » Comment pas une constituante? Ah ben, c'est vrai. D'après même le décret de convocation des électeurs, il y avait ceci: une Assemblée nationale est réunie pour se prononcer sur la question de la paix et de la guerre. Pas pour se prononcer sur la question du régime. C'est fait. Paraît-il, le régime républicain est établi. Alors Thiers, essayant d'embobiner les gens, leur dit: « Comme vous êtes sages, mes chers amis, mes chers collègues, d'avoir décidé que vous n'étiez pas constituante. » Murmure partout. Comment on n'est pas constituante? Mais si, on est constituante et on espère bien renverser la République. Il sent qu'il est très menacé. Alors ce jour-là, il va dire: « Oui, j'envoie des troupes à Paris. Oui, c'est vrai, j'ai demandé au chancelier Bismarck de m'autoriser à passer de 12 000 hommes, il nous avait laissé que 12 000 hommes, à 40 000 hommes, puis bientôt il y en aura 80 000, afin de pouvoir garnir de troupes Paris et de décourager, écoutez bien, hein, et de décourager l'insurrection avant d'être réduit à la vaincre. » Eh ben, j'avais cru pendant un certain temps que c'était une phrase, hein, et qu'en réalité il se préparait avec joie à la vaincre, l'insurrection. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il veut en effet essayer d'intimider les gens par un déploiement de troupes dans Paris, afin qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Il pense les avoir à l'intimidation. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que les milieux d'affaires exigent, mais exigent de la manière la plus violente, l'effusion de sang. Alors là, je vous apporterai des preuves. Mais retenu, Favre. Favre était assez emballé. Le 10 mars, il lui écrit: « Je désire qu'on en finisse. » Le 11, « Nous sommes décidés à en finir avec les redoutes de Montmartre et de Belleville. » Et Thiers, au contraire: « Je ne suis pas d'avis qu'on prenne l'offensive. On a une grande chance d'en finir sans bataille. » Et croyez-moi, il dit la vérité. C'est son espérance. Il voudrait en finir sans bataille. Il n'y a pas moyen. Ça ne marchera pas, parce qu'il est l'objet de pressions extrêmement vives du côté de ce que l'on appelle les milieux d'affaires. Favre écrit à Thiers le 8 mars. La population, c'est amusant comme formule, enfin il veut dire les importants, la population désire qu'on en finisse, il ne peut y avoir de reprise des affaires, que lorsque l'incident sera réglé. Puis écoutez Thiers, c'est dans sa déposition devant la commission d'enquête, la commission parlementaire d'enquête sur les faits du 18 mars, et c'est le 24 août 1871 qu'il va prononcer les paroles que voici. Les gens d'affaires allaient répétant partout: « Vous ne ferez jamais d'opération financière si vous n'en finissez pas avec ces scélérats. » L'opinion était universellement prononcée dans le sens d'une action immédiate. Eh bien, je peux vous apporter un complément d'information là-dessus. Je l'ai trouvé à la Bibliothèque nationale.
Dans les papiers Thiers, la Bibliothèque nationale, on conserve tout ce que Thiers avait reçu comme lettre importante, enfin lettre qu'il avait gardée. Et il y a en particulier un petit dossier venant du gouverneur de la Banque de France qui s'appelait Monsieur Rouland. Eh bien, ce Monsieur Rouland, si j'osais une petite plaisanterie, fait un feu roulant sur Monsieur Thiers. Il lui envoie lettre sur lettre, 24 février, 3 mars, 4 mars, 7 mars, 8 mars, 13 mars, pour lui dire il faut marcher, il faut lancer. Et je vous assure que le Roulant, il ne va pas de main morte. Il dit, je cite, « On y voit clair. Devant nous, c'est la République rouge, jacobine et communiste. Ces gens-là ne connaissent qu'une défaite, celle de la force. » C'est un personnage considérable, vous savez, le gouverneur de la Banque de France. Et comme il y a très évidemment un froncement de sourcils dans sa lettre, Thiers y sera sensible. Ce froncement de sourcils, c'est ceci. On ne sent pas encore la main qui dirige, on ne sent pas encore la décision qui fixera les incertitudes. Lorsque je vous ai parlé du moratoire, qui est une opération terrible, enfin qui allait mettre sur la paille un très grand nombre de Parisiens, il faut savoir que c'est M. Rouland qui l'avait exigé. M. Rouland avait écrit cette phrase textuelle à Thiers, la Banque de France, est écrasée. Il faut absolument que vous interveniez pour faire payer les gens. Bon, bien voici un autre document. Ça vient d'un journaliste qui signait Fidus, F-I-D-U-S, et dont le véritable nom était Loudun. Lorsque j'ai étudié la guerre de 1870 du point de vue de la politique intérieure, j'ai eu beaucoup à me reporter au journal de Fidus, car il dit pas mal de choses. Ben, il y a un second journal de Fidus après la guerre, avant la Commune et pendant la Commune. Et bien dans ce journal de Fidus, je relève au mois de mars 1871 la phrase que voici. Avec ce gouvernement qui tarde à agir, que devient le prestige de M. Thiers? Il y va de sa réputation d'homme d'État. Diable, c'est son job qui est menacé. Thiers, par ses hésitations, parce qu'il refuse de se lancer trop violemment et d'engager l'armée, Thiers est en train de se dire, mais on va me balancer. Après tout, il n'est que le délégué des 500 royalistes, et il faut qu'il leur donne satisfaction. Alors il va essayer de le faire au moindre risque. Ils veulent absolument une action. Bon, on va la faire. En plus, l'Assemblée qui était à Bordeaux, elle s'est terminée le 13, je crois, à Bordeaux, oui, le 13 mars. Elle va se réunir le 20 mars à Bordeaux, et nous sommes tout près du 20. Son idée, c'est qu'avant le 20 mars, il puisse faire une certaine opération limitée à Paris, mais qui lui permettra de se présenter en triomphateur devant ses députés qui vont se réunir au Théâtre Royal de Versailles le 20. Leur dire, voyez, j'ai agi, tout est fini. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, évidemment, on va employer des soldats, hein, on va lancer les régiments. On va lancer le régiment dans la direction de Montmartre, puisque Montmartre, comme Belleville, c'est la grande citadelle rouge, c'est le Mont-Aventin, comme disent les lettrés, le Mont-Aventin de l'insurrection. On va lancer les soldats dans la nuit. On va tâcher de prendre les gens par surprise et on va faire une rafle gigantesque de républicains extrémistes. On a leur nom, c'est bien facile, c'était ceux qui avaient signé les 110 noms, vous savez, qui avaient signé la fiche rouge du 6 janvier. On va les arrêter, ceux-là. Il y aura très probablement du rumeur, des tumultes, il y aura des gens qui tireront des coups de fusil, mais il y aura la troupe. La troupe interviendra très rapidement, en 48 heures, ça sera réglé, et Thiers est persuadé qu'il va faire en petit les journées de juin 1848, ce sera les journées de mars 1871, mais même pas 48 heures, il est sûr qu'avec le nombre de soldats qu'il a, il en a 40 000 maintenant dans Paris, il va tenir les Républicains en un rien de temps, un certain nombre de coups de fusil, quelques morts, et puis cette retombée, dont nous parlions déjà, cette retombée du sentiment résistant, du sentiment républicain à Paris, fera que l'opération ne durera pas longtemps. Alors, dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, qui a réuni les chefs militaires et leur dit « on va se lancer, on va faire l'opération demain ». Mais il faut un prétexte. Étant donné que ces gens n'ont pas attaqué, pourquoi est-ce qu'on va les attaquer? Eh bien, le prétexte, ça va être les fameux canons de Montmartre, dont on a tant parlé, il faut bien que je vous explique. Il est vrai qu'il y avait à Montmartre, sur l'esplanade de Montmartre, là où s'élève aujourd'hui le Sacré-Cœur de Montmartre, il y avait une esplanade à 2 étages, sur laquelle un très grand nombre, 171, un très grand nombre de canons étaient réunis. Qu'est-ce que c'était que ces canons? Lorsque on avait autorisé, les Allemands, autorisé, il fallait bien, hein, à leur entrée triomphale dans Paris le 1er mars, on avait décidé de faire le vide devant eux, vous le savez. Malheureusement, l'autorité militaire avait oublié, un regrettable oubli, dira Jules Ferry avec une certaine ironie, avait oublié un certain nombre de canons qui avaient servi pendant la résistance et qui étaient là groupés en particulier au Ranelagh et Place Wagram, c'est-à-dire sur l'aire d'occupation des Allemands. Il était évident que les Allemands allaient mettre la main sur ces canons. Alors la population elle-même de ces arrondissements, des arrondissements riches, arrondissements distingués, vous savez, 16e, enfin Neuilly, 8e,
s'était emparé de ces canons pour dire non, il ne faut absolument pas les laisser aux Allemands, et on les avait traînés en dehors de la zone d'occupation allemande, c'est-à-dire jusqu'à Montmartre. C'était des canons totalement sans danger, ils n'avaient pas de gargousse. Et j'ai 3 témoignages contemporains qui disent que les canons étaient enchevêtrés. Il n'y a pas de photographie à ma connaissance des canons, mais il y a plusieurs dessins faits par des témoins. Les canons sont roue contre roue, je vous répète, il n'y a pas de caisson, il n'y a pas d'obus. Par conséquent, ce sont des canons figuratifs, si vous voulez, mais ce ne sont pas des canons efficaces. Alors l'idée que Thiers a, pour expliquer à la province le fait que l'on va lancer des troupes sur Paris, c'est récupérer des canons qui sont braqués sur Paris et qui, aux mains des Rouges, peuvent constituer une menace permanente. Nous sommes obligés de reprendre ces canons. Eh bien, sachez que la population ne s'y intéressait plus. Au départ, oui, le 1er mars, la veille du 1er mars, on tenait beaucoup aux canons, on avait organisé une garde, il y avait des gardes nationaux qui étaient en faction, mais les gardes nationaux se décourageaient. Favre dira lui-même, bon, il y en avait plus quelques-uns, la plupart du temps avinés. Parce qu'il faut vous dire que chez les bien-pensants, un garde national, c'est un ivrogne, automatiquement. Des gardes nationaux avinés qui protégeaient les canons. Mais nous savons aujourd'hui, et du reste il y a un document complémentaire qui a été fourni en 1965 par M. Henri Lefebvre dans son gros livre très important sur la proclamation de la Commune, nous savons que l'affaire était en voie d'arrangement. La garde nationale était prête à lâcher ces canons. Le document qu'il a apporté, Lefebvre, c'est une note échangée entre Clémenceau, le célèbre Clémenceau, qui était à ce moment-là le maire de Montmartre, et le 61e bataillon, qui est un bataillon de garde nationale de Montmartre, chargé de la surveillance des canons. Eh bien, le 16 mars, le 61e bataillon lui-même était d'accord pour qu'on restituât les canons à l'autorité militaire. Des canons, par conséquent, qui ne représentaient aucun danger. Du reste, nous avons 2 documents. Ferry, maire de Paris, et Leflot, ministre de la Guerre, diront chacun devant la commission d'enquête, les canons étaient absolument inoffensifs. Bon, mais il faut un prétexte. Alors on va lancer les troupes, soi-disant, pour récupérer les canons. Ben vous savez d'avance ce qui va se produire. C'est assez célèbre, je n'ai pas besoin de m'étendre. On va lancer le 88e régiment de ligne. Ce 88e régiment de ligne commence par tuer l'unique garde nationale, il s'appelait Turpin, c'est le premier mort de la commune. On tue le garde national Turpin qui veillait sur les canons. Insurrection, c'est vrai, à ce moment-là, beaucoup de gens remuent en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous tuez nos hommes ?» Alors à ce moment-là, le général Lecomte dit aux soldats « Tirez, ouvrez le feu !» Et les soldats ne marchent pas. Ils mettent la crosse en l'air et même ils font prisonnier Lecomte. Il se produit cette catastrophe que l'armée sur laquelle on comptait pour la répression ne marche pas, que tous les régiments fraternisent, que Vinoy est obligé de retirer ses troupes sur toute la rive gauche de Paris, aucun sur la rive droite, et que Thiers, dans l'après-midi, pris de panique, absolument épouvanté à l'idée que ça a raté et que peut-être sa vie est menacée, Thiers va s'enfuir au milieu de l'après-midi à 4 heures sur Versailles, donnant l'ordre à toutes les autorités politiques, administratives, financières et enseignantes. Toutes les autorités doivent se replier sur Versailles. C'était, dira Jules Ferry, un formidable échec.